Retour sur le plateau de Demain l'agriculture, ici aux Échos. M'en rejoint Catherine Chapalin, directrice générale de l'ANIA. Bonjour Catherine. Bonjour. Dominique Chargé, président de la coopération agricole. Bonjour Dominique. Bonjour Olivier. Laurent Duplon, sénateur Les Républicains, président du groupe d'études agriculture et alimentation au Sénat. Et puis surtout, auteur d'un rapport, c'était déjà en 2019 je crois, qui avait fait beaucoup parler parce que peut-être que pour la première fois, le politique, pris dans sa globalité, reconnaissait la gravité de la situation pour l'agriculture française. Et à distance, nous avons Henri Biespéré. Henri, bonjour, vice-président de la FNSEA et donc agriculteur dans les Pyrénées. Voilà, bonjour Henri, vous nous entendez? Bonjour. Tout est bien. Oui, très bien. Séquence que l'on a voulu consacrer aux institutions politiques, syndicales, coopération industrielle, toujours sur ce même sujet de la souveraineté alimentaire, en commençant par voir la vision de chacun sur le sujet de la souveraineté alimentaire. Vous avez vu, on a vu tout à l'heure qu'il peut y avoir des nuances dans la façon d'appréhender le sujet. Deuxième temps, ce qu'il faudrait pouvoir faire collectivement pour que ce sujet soit mieux adressé. Et puis enfin, je demanderai à chacun de ces institutions institutionnelles comment, à leur niveau, ils pourraient faire déjà quelque chose, eux, c'est-à-dire sans renvoyer la balle à l'autre, pour que ce sujet-là soit mieux adressé encore une fois et que la souveraineté alimentaire, finalement, ne soit plus une question. C'est ce que l'on peut rêver de mieux pour ce sujet, que l'on ne s'interroge plus sur le point d'ici quelques années, parce qu'évidemment, tout sera rentré dans l'ordre. Laurent Duplon, on va commencer avec vous. Vous êtes sénateur, je le rappelle, auteur d'un rapport sur l'agriculture, qui disait en gros que la capacité agricole française était menacée et que probablement la souveraineté aussi. C'est ça votre vision de la souveraineté alimentaire? C'est la capacité à produire et c'est finalement que nous serions menacés? Je pense que derrière le mot souveraineté, il faudrait plutôt soit la remplacer, soit tout de suite rajouter l'autonomie alimentaire. Parce que je pense que ce qu'il y a d'important, c'est qu'un peuple ait la capacité de pouvoir se nourrir par l'intermédiaire des agriculteurs qui sont sur son territoire. Ça veut pas dire il faut qu'il se nourrisse avec ce qui vient de son territoire. Ça ne peut pas venir d'ailleurs? Alors, ça peut venir d'ailleurs dans certaines proportions, mais si on veut garder la souveraineté ou l'autonomie, il faut qu'une très grosse partie vienne du territoire dans lequel il est, c'est-à-dire le territoire français, que ce soit sur le territoire métropolitain ou sur le territoire des DOM. Par contre, dans ce rapport, j'en ai fait deux rapports. J'ai fait un rapport en 2019 qui démontrait que la France perdait son autonomie alimentaire de plus en plus. Par exemple, je le vois sur vos écrans, les fruits et légumes, un fruit et un légume sur deux sont importés aujourd'hui en France. Donc ça tirait la sonnette d'alarme de tout cela. Ça démontrait aussi qu'en 2023, la balance commerciale, qui est un bon élément de mesure de la capacité qu'on a à produire sur notre territoire, et de voir comment la France agricole reste une France de suprême agricole, je prévoyais que cette balance commerciale soit négative à partir de 2023. J'ai fait un deuxième rapport dernièrement sur la problématique de l'oxyde d'éthylène dans le sésame, qui est totalement en lien avec le premier. Puisque je vous rappelle que le premier, les deux conclusions, c'était 1 jour et demi par semaine, les Français consomment des produits importés, et plus du quart de ces produits importés ne correspondent pas aux normes imposées à nos producteurs français. Votre grille de lecture du sujet souveraineté alimentaire est manifestement française. Ma grille de lecture, elle est française dans le sens où on dit aux consommateurs consommer local, consommer français, et donc il faudrait leur donner les moyens de pouvoir le faire, et ne pas les tromper sur le principe de leur dire « vous avez une agriculture qui répond à vos besoins », mais malgré tout, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous mangez une très grosse partie de produits importés. Et puis surtout, le deuxième élément, c'est que les produits importés doivent correspondre aux normes qu'on impose en France. On ne peut pas accepter de faire disparaître des filières dans nos territoires parce que trop compliquées, parce que trop normatives, parce que trop de règles, et puis à côté de ça, faire entrer des produits qui ne correspondent pas à ces normes-là. Mais vous pensez que la grille de lecture française est plus intéressante à avoir que la grille de lecture européenne? Parce que, encore une fois, je le redis tout à l'heure, je l'évoquais, après tout, tous les poulets demain seront faits en Pologne. On mangera encore en France, puisque les flux de camions entre la Pologne et la France, ça marche très bien. Donc finalement, on n'aura pas de problème de souveraineté. Alors il y a deux éléments de réponse à votre question. C'est que si on se limite à dire que l'alimentation et l'autonomie à l'européenne, dans ce cas-là, on ne va pas faire le débat des trois questions, puisque la deuxième, pour le coup, elle n'existe plus. Parce que par définition, on se dit, on est sur un système qui est globalisé au niveau européen. Je ne pense pas que ça puisse se résoudre comme ça. Je pense qu'on a perdu la stratégie alimentaire qui correspond à une règle qui a évité peut-être pendant des années d'avoir des conflits. Être tributaire de son alimentation, c'est la pire des choses.
Et que être tributaire de son alimentation, c'est d'abord ne pas pouvoir obligatoirement choisir ce qu'on veut manger, mais surtout et avant tout, ce n'est pas choisir le prix qu'on veut y accorder. Et donc, je pense qu'il y a une très forte... C'est le subir, en fait, on subit le prix. Politiquement, et politique avec un grand P, hein, l'organisation de la cité, la politica, ce principe-là est hyper important, dans le sens où nos gouvernants, et je fais partie, pas des gouvernants, mais de ceux qui sont au Parlement, on doit faire attention à cet élément d'équilibre. Pendant trop d'années et pendant trop de cas dans notre histoire, la problématique alimentaire a conduit à des choses qui ont été catastrophiques pour notre pays. Et penser qu'aujourd'hui l'autonomie alimentaire ne correspond plus à rien et qu'on peut aller chercher notre alimentation en Europe ou en dehors de l'Europe, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui puisse permettre d'asseoir une vraie stratégie nationale. On va remonter la filière si vous le voulez bien. On va démarrer avec Henri Biespéré. Bonjour Henri, rebonjour Henri. Bonjour. Votre vision aussi, pour démarrer, de ce qu'est la souveraineté alimentaire. On basculera dans un deuxième temps dans notre conversation sur comment on peut améliorer les choses. Mais votre vision du sujet, votre définition du sujet, Henri Biespéré, FNSEA. Oui, alors elle ne va pas diverger. On a eu ce matin beaucoup de définitions qui se regroupaient et qui se retrouvaient. Nous, à la FNSEA, vous savez que derrière souveraineté alimentaire, on a rajouté aussi solidaire. C'est pour nous la capacité, certes, de produire l'alimentation pour ses propres concitoyens, mais on sait aussi qu'il y a des zones, et en Europe, il en existe, mais aussi dans le monde, qui n'ont pas forcément toutes les conditions réunies pour produire leur alimentation. Donc il faut pouvoir aussi être en capacité, ici où on a la chance d'avoir quand même des sols et un climat plus favorable, de leur apporter mais ce qui leur manque en complément de la production locale, bien sûr, pas à la place de la production locale. Est-ce qu'elle est menacée, cette souveraineté ? Est-ce qu'elle est menacée, Henri ? Est-ce qu'elle est menacée, cette souveraineté ? Elle est attaquée, en tout cas. À date, on ne peut pas dire menacée, mais on voit bien que dès qu'il y a des difficultés de production, on le voit sur le cours des céréales aujourd'hui, que les stocks commencent à se tendre, ce sont des prix qui grimpent, et donc forcément, un certain nombre de zones qui ont un peu moins de moyens pour acheter ou qui sont dépendantes de l'importation, eh bien, vont avoir quelques difficultés pour assumer leurs importations. Je voudrais quand même y rajouter un deuxième point, qui, je pense, n'a pas été cité ce matin, en tout cas, je ne l'ai pas repéré, c'est aussi la capacité à faire face aux aléas, cette souveraineté. Ça veut dire aux aléas climatiques, aux aléas sanitaires, aux aléas éventuellement sécuritaires. Donc pour avoir une souveraineté alimentaire, il faut être en capacité d'accompagner les agriculteurs, d'accompagner les exploitations agricoles pour justement faire face à ces aléas. Et vous voyez bien que je fais référence immédiatement à la capacité à stocker de l'eau pour assurer l'irrigation en été, pas que l'irrigation des cultures, aussi l'alimentation des humains, mais voilà aussi l'irrigation des cultures, la capacité lorsqu'il y a des années mauvaises d'avoir une espèce d'assurance qui fait que les agriculteurs et les exploitations ne sombrent pas dans des déficits définitifs, mais puissent surmonter ces épisodes compliqués pour être encore présents l'année suivante. Donc c'est bien, la souveraineté dépend aussi de notre capacité à rendre résilientes nos exploitations et notre agriculture. On continue ce tour de table, j'allais dire Dominique Chargé, pareil, même question, votre vision, votre définition de la souveraineté alimentaire. La définition, si on la prend au sens assez littéral, c'est la maîtrise finalement et avoir l'autorité stratégique sur nos chaînes d'approvisionnement. Et si cette question est venue au centre du débat, c'est parce qu'on a aussi fait référence à ce qui s'est passé sur le plan des médicaments, par exemple, où on a vu que la France était quasi exclusivement, en tout cas pour certains médicaments, dépendante, ou matière active, dépendante d'importation. Cette question s'est aussi posée pendant la crise pour l'agriculture, pour l'alimentation, et on a vu qu'on était dépendant, comme l'a mis en évidence le rapport de Laurent en 2019, d'importation sur un certain nombre de secteurs qu'il a cités, et je ne vais pas y revenir. Donc pour moi, cette question de la coopération, cette question de la souveraineté, elle est indissociable de la compétitivité de nos filières. Parce que si on a décroché sur certaines filières, c'est parce que nous ne sommes plus compétitifs sur certaines catégories de production, et notamment sur les entrées de gamme ou les moyennes gammes. Et je vais y revenir. Le deuxième élément, c'est qu'elle doit être indissociable aussi de compétitivité, de transition, et donc des transitions qui répondent aujourd'hui à ce que sont les attentes des consommateurs, les attentes des citoyens, tous les grands défis auxquels nous devons faire face, le défi climatique, le défi de la biodiversité. Et finalement, c'est cet ensemble qui doit faire que cette souveraineté, répondant à cet ensemble de problématiques, a une vraie définition et a un vrai intérêt à être traitée sur le plan national,
pas exclusivement sur le plan national, parce que ça ne peut pas se raisonner au seul périmètre de la France, ça doit être aussi évidemment ouvert à ce que sont nos échanges, notamment à l'intérieur de l'Europe. Je pense qu'elle doit sans doute se raisonner beaucoup plus à l'échelle continentale, on pourrait dire aujourd'hui, cette souveraineté. Et le troisième point pour moi, c'est que cette souveraineté, elle doit s'adresser à l'ensemble des marchés et elle doit s'adresser à l'ensemble des moments de consommation. Et si on a décroché aujourd'hui sur certaines catégories de produits, fruits et légumes, et je pense notamment aussi au poulet qu'on importe quasi exclusivement, aujourd'hui 80% pour le secteur de la restauration en domicile et pour le secteur de l'industrie. En fait, on a décroché pour ces raisons-là et on doit aujourd'hui retrouver de la compétitivité. On doit pouvoir aujourd'hui retrouver une souveraineté aussi pour approvisionner ces marchés qui sont aussi des marchés de qualité. Et je pense qu'un des problèmes, ou en tout cas peut-être un des inconvénients de tout le débat qui a eu lieu pendant les EGA et finalement versus ce qu'on a vécu pendant la crise sanitaire, c'est qu'on s'est peut-être exclusivement focalisé et adressé au marché de montée en gamme, au marché, j'allais dire, de premium, et que, en fait, un de nos problèmes aujourd'hui, c'est aussi d'être présent compétitif et de pouvoir redévelopper de la production sur ces marchés d'entrée de gamme et de moyenne gamme. Je reviens juste un instant sur cette fameuse grille de lecture que l'on doit avoir, française ou européenne. À vous écouter au milieu de votre propos, vous avez dit texto, il faut le regarder à l'échelle continentale. Et puis après, vous êtes allé à regretter que 80% du poulet polonais en restauration soit importé. Alors, quand c'est l'UE, c'est essentiellement polonais, ça peut être brésilien ou thaïlandais par ailleurs. Et donc, du coup, je ne vois pas bien si c'est grave ou pas, parce que dans l'absolu, si les cantines françaises continuent à être approvisionnées en poulet qui viennent de cette fameuse échelle continentale, c'est pas grave, tout va bien. Non, parce que je pense qu'aujourd'hui... Je simplifie volontairement. Tout ne va pas bien, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un standard de production, il y a un standard d'attente sociétale, d'attente consommateur, d'attente de réponse à ce que doit être aujourd'hui l'association de l'excellence de la production agricole française par rapport à ce que souhaitent consommer les citoyens et quel que soit l'endroit où ils consomment. Et les produits qui viennent d'ailleurs sont-ils nécessairement en deçà ? En tout cas, on constate effectivement qu'on a un certain nombre de distorsions de concurrence sur la façon d'appliquer un certain nombre de règles. À l'échelle internationale, c'est sûr. À l'échelle européenne, ça l'est aussi. Et l'application d'un certain nombre de standards qui correspondent aujourd'hui à ce que les consommateurs et les citoyens français attendent mérite que nous soyons finalement pris en considération à la fois dans la consommation en grande et moyenne surface, mais aussi sur la restauration hors domicile et pour tous les moments de consommation. On se tournera tout à l'heure vers le politique, justement, parce que là, vous en appelez quand même à une forme d'équité, mais on continue cette première brique du débat sur c'est quoi la souveraineté alimentaire vue d'un industriel. Je rappelle, Catherine Chapalin, vous dirigez l'ANIA, l'Association nationale des industriels agroalimentaires. Alors, je suis d'accord avec, pour rebondir sur ce que mes collègues viennent de dire, je suis d'accord que sur le sujet très important de la compétitivité, je suis aussi d'accord avec ce qu'a dit Henri Biasperet sur la solidarité. Je crois qu'on est aussi tous d'accord pour dire que la filière agroalimentaire, elle est absolument stratégique pour le pays. Maintenant, le mot souveraineté, je ne suis pas complètement à l'aise avec ça. Vous gêne un peu ? En fait, Pascal Lamy, tout à l'heure, disait avec beaucoup d'arguments que ça le gênait fondamentalement, presque philosophiquement. En fait, c'est un mot qui est un peu fourre-tout et chacun y entend ce qu'il a envie d'entendre. Pour certains, la souveraineté, ça peut être, et ça, c'est pas du tout ce que je pense, ça peut être synonyme d'autarcie, de fermeture des frontières et de quelque chose qui finalement est très négatif pour l'agriculture et pour l'agroalimentaire. L'autonomie est moins négative, comme eux, mais il dit à peu près pareil, finalement. L'autonomie est moins négative, mais il y a quand même un côté sombre là-dedans. Dans cette acceptation. La souveraineté, c'est aussi une façon, et là je ne porte pas de jugement, pour l'État de justifier un interventionnisme étatique, on l'a vu depuis la crise Covid. Et puis il y a un terme de souveraineté, moi, qui me va mieux, qui est en effet synonyme de compétitivité, qui est synonyme d'indépendance, qui est synonyme de contrôle et d'autonomie de notre alimentation, avec, pour moi aussi, quelque chose qui est très clair, c'est que cette souveraineté, elle doit s'entendre au niveau européen, même si je suis d'accord avec Dominique. Et d'ailleurs, quand on avait travaillé ensemble avec FNSEA et Coopération agricole au moment du pacte productif, on s'était fixé une double ambition qui était de produire pour nourrir les Français, mais aussi produire pour nourrir le monde. Ce que mangent les Français peut venir d'ailleurs en Europe, ça sera toujours souverain ?
C'est la même question que tout à l'heure, elle est formulée différemment, mais moi j'ai du mal à voir où chacun met la bonne grille de lecture. Je crois qu'il faut il faut porter une ambition forte qui est justement de produire à la fois pour nourrir la France et à la fois en France et à la fois pour nourrir le monde. Maintenant, on est aussi dans un monde ouvert et de toute façon, il y a des productions, que ce soit le café, le thé, des fruits exotiques, etc. Ça c'est sûr, les oranges en France, on aura du mal. Qui ont toujours été importés. Oui, après, il y a des sujets où je suis moins compétente. Mais dans le rapport du sénateur Laurent Duplomb, il y avait des filières franco-françaises, entre guillemets, la tomate, le concombre, la courgette, tous ces produits-là, historiquement, on ne les importait pas d'Amérique du Sud. Hein. Non, mais justement, moi je voudrais, alors pas apporter une nuance, je ne me permettrai pas, mais quand on regarde, alors moi je parle pour l'industrie agroalimentaire, c'est l'image qui me vient, c'est finalement c'est un colosse au pied d'argile, c'est-à-dire que c'est un colosse, c'est la première industrie du pays, enfin vous connaissez les chiffres, je ne vais pas les rappeler. Aujourd'hui, 80%, et c'est l'INSEE qui le dit, 80% des produits alimentaires qui sont consommés par les Français sont produits en France. Il y a un rapport récent de l'ADG Trésor de décembre 2020 et une étude de Roland Berger qui montre que l'industrie agroalimentaire aujourd'hui est finalement très peu dépendante d'intrants étrangers, de 13,8%, alors c'est peut-être trop, versus les autres industries du pays. Par exemple, le médicament, c'est plus 34%. Le textile, on a abandonné le textile, c'est 54% d'intrants étrangers. Donc les masques, c'est quasiment 100%. Les masques, c'est quasiment 100%. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, on ne prend pas le chemin de la reconquête. Donc, il faut quand même nuancer ses propos. C'est-à-dire que d'un côté... C'est pas si grave, c'est ce que vous dites. Hein. Non, justement, non, je dis pas ça. Je dis qu'on a un colosse et en même temps, ce colosse, il a des pieds d'argile. On a perdu des parts de marché à l'international, c'est très clair et votre rapport le démontre. Les marges de l'industrie alimentaire et de l'agriculture sont en train de se réduire. On a un phénomène d'énorme pression sur les tarifs qui nous entraîne tous dans le cercle vicieux de la déflation. Et donc pression sur les marges, décrochage de compétitivité, ça c'est très très inquiétant par rapport à nos concurrents européens pour l'industrie agroalimentaire. On a perdu 14 points de valeur ajoutée pour l'industrie agroalimentaire française. Dans le même temps, dans la zone euro, nos concurrents européens reprenaient 14,5% de plus en points de valeur ajoutée. Donc c'est pour ça qu'il faut apporter des nuances. C'est à la fois ce colosse et à la fois ces pieds d'argile et cette fragilité. Et donc là, en revanche, où là on est tous d'accord, c'est ce phénomène de reconquête. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la direction soit désormais plus positive que négative? Encore une fois, le rapport disait clairement, on va dans la mauvaise direction. Comment on remet la ferme France, l'usine France et aussi les circuits de mise en marché dans la bonne direction? On avait travaillé ensemble, on a l'impression que ça fait un siècle, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. C'était au moment du pacte productif, où on avait travaillé ensemble donc dans la suite des EGA, parce que là, je rejoins aussi Dominique, pendant les EGA, on n'a pas assez parlé de compétitivité. Et on s'était mis d'accord sur un certain nombre d'axes. Le premier axe, d'ailleurs, c'était plus d'Europe, parce que nos concurrents aujourd'hui sont européens, c'est les Italiens, on l'a cité tout à l'heure, c'est les Espagnols, les Allemands, et on ne peut pas courir avec des semelles de plomb. Donc oui à la convergence fiscale, environnementale, sociale. On ne peut pas non plus accepter que la France, qui est un grand pays européen, passe son temps à nous faire des Frexit réglementaires. On a quand même tous des exemples de normes qui sont plus contraignantes en France ou de mesures franco-françaises qui sont contraires au droit européen. Donc ça, c'est plus possible. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était... Alors, on va rester sur le premier, sur ce sujet, en gros, des distorsions. Qu'est-ce qui manque, bon sang de bon sang, aux politiques, pour taper un bon coup sur la table, voire la retourner, et que ce sujet-là, dont on parle depuis, mais peut-être 10 ans, 15 ans, sauf qu'au début, ça faisait pas mal. Je vous rappelle qu'en l'an 2000, la ferme France était quasiment à son apogée. C'était pas bien grave. Aujourd'hui, la ferme France, elle est dans le dur. Qu'est-ce qui manque pour que ce sujet-là soit enfin adressé au niveau politique ? Je pense que ce qui manque, c'est un peu d'objectivité et du courage. Malheureusement, c'est les deux critères qui me semblent le plus à même de manquer aujourd'hui dans les politiques de vision de notre agriculture. Est-ce que l'Europe prendrait beaucoup de risques à harmoniser, parce que chaque fois qu'on va à Bruxelles pour plaider pour cette harmonisation, oui, mais la construction européenne, elle se fait là-dessus. L'Europe de l'harmonisation, c'est tout le contraire de la politique agricole commune qui a été actée par notre président de la République.
Je vous rappelle le discours de la Sorbonne en 2017 qui, par la voix du président de la République, d'Emmanuel Macron, disait plus de subsidiarité dans les États. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une politique agricole qui est de moins en moins commune et qui est de plus en plus à l'échelle de son État. Et on le voit déjà aujourd'hui. Vous voyez, quand vous m'avez parlé de ça, je réfléchissais à quels sont les éléments qui nous manquent en termes de compétitivité. Il y a le coût de la main-d'œuvre, il y a les charges et il y a le normatif. Mais j'en rajouterai un quatrième. La PAC s'y est mise aussi. Elle l'était déjà un peu auparavant, mais elle le sera encore plus maintenant. Je vous rappelle que, par exemple, pour vous donner que 2 chiffres et 2 exemples typiques, la France va choisir sûrement de transférer du premier au deuxième pilier. C'est-à-dire, du premier pilier, c'est qui vient soutenir les exploitations agricoles depuis le début de la politique agricole commune, sur le principe de dire les prix payés aux producteurs ne sont pas les prix qui devraient être ceux qui sont appliqués. Donc on aide les producteurs à pouvoir s'en sortir par une aide directe de la politique agricole commune pour soutenir les exploitations, partout en Europe. Le transfert du premier sur le deuxième pilier, qui, le deuxième, est un élément plutôt de contrainte environnementale. Le transfert du premier sur le deuxième en France, et je l'espère, va être à 7,53, c'est-à-dire la même chose que dans le mandat précédent. Avec la subsidiarité, les Polonais pourront choisir, par exemple, de transférer 15% du deuxième pilier sur le premier. Ce qui veut dire que, par définition, dans des politiques complètement différentes d'un État à un autre, chaque État, par le choix qu'il fera de l'écriture de sa politique agricole commune à la mode de son État, va pouvoir donner plus de compétitivité à ses agriculteurs ou moins de compétitivité à ses agriculteurs. Et vous pensez que la France va choisir quoi ? Elle continuera de faire les mêmes erreurs. Elle continuera de rajouter un peu plus de contraintes, alors que dans le même temps, d'autres pays vont desserrer les taux pour rapporter un peu plus de compétitivité. Vous savez, à vous écouter là, j'en déduis que l'Europe agricole à 27, c'est une gageure. C'est peut-être très dur. On taxera peut-être de protectionnisme national. Oui, mais ça reste encore. À vous écouter, c'est ça. Mais ça reste malheureusement, ou encore heureusement, j'aurais plutôt envie de dire heureusement. C'est un mauvais système, mais c'est le moins mauvais. Le premier budget de l'Europe. Et que l'idée, c'est pour ça que moi, dès juillet 2017, quand j'ai entendu ce discours à la Sorbonne, j'étais vent debout. Vent debout sur 2 éléments. Quand le président de la République dit il faut rendre l'Europe un peu moins ringarde et ouvrir la possibilité de faire d'autres politiques. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on savait pertinemment que la France n'avait pas les moyens de contribuer plus au niveau européen et encore moins d'aller imposer aux autres États d'aller contribuer plus. Donc ça voulait dire que si on faisait de nouvelles politiques, il fallait le prendre dans le budget actuel. Et par définition, si on le prend dans le budget actuel, on tape sur quel budget? La politique agricole commune correspond à la moitié quasiment du budget de l'Europe. Donc si on veut aller chercher de l'argent pour faire d'autres politiques, il fallait obligatoirement en prendre un peu dans l'agriculture. Heureusement, on s'en est pas trop mal sorti, même si le budget de la politique agricole commune a baissé. Mais la deuxième chose, cette subsidiarité, faire oublier que la politique agricole commune, elle est là pour apporter l'harmonisation et le principe de trouver que tous les États soient sur la même longueur d'onde. Eh ben, c'était laisser la possibilité dans la voix et dans la bouche d'un président français, laisser la possibilité à tous ceux qui rêvaient que de cela, de pouvoir le faire. Qu'est-ce qui manque, Dominique? Et après, même question pour Henri. Qu'est-ce qui manque à l'Europe pour qu'elle soit plus équitable? Est-ce que c'est... Je pense qu'il faut qu'on cherche une partie de la réponse dans ce qui a été l'histoire de la politique agricole commune. Cette politique agricole commune, elle est née dans les années 60 pour finalement favoriser quelque chose qui était unanime au niveau des peuples et des nations qui constituaient l'Europe de l'époque. Sous d'ailleurs une forte impulsion du général de Gaulle, disons-le, et de la France. Et cette politique, elle s'est construite pour d'abord approvisionner en termes de quantité l'alimentation de l'Europe. On est encore finalement dans cette histoire-là, et au moment où elle démarre, au sortir de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et l'assiette du peuple européen n'est pas forcément garantie au sens de la quantité tous les jours. Donc approche quantitative. Tout ceci se développe jusque, on va dire, au milieu des années 80, 90 et 2000 et bascule. Bascule pour 2 raisons. 1, l'Europe change de dimension et accueille des peuples pour de bonnes raisons, mais qui déstabilisent le barycentre économique et politique de l'Europe. À chaque fois. Les 10 pays de l'Europe de l'Est qu'il fallait accueillir, la question ne se pose pas, déstabilise le barycentre et cette notion, j'allais dire, d'approche d'une politique unifiée. Et on ne l'a jamais contrebalancé encore à date. Et deuxième grande catégorie de raisons, la mentalité des peuples qui, du coup, ont l'assiette pleine, change. Plus d'environnement,
plus de préoccupations, j'allais dire, sociétales d'une manière générale et qui s'accentuent. C'est l'effet ciseau. Et en fait, l'Europe reste un élément important. On le voit à travers le Green Deal, à travers la PAC, reste un élément important de la constitution, de la stratégie, j'allais dire, de l'agriculture et de l'alimentation au sens large. C'est pour ça que je pense que ça se résonne à l'échelle continentale. Pour autant, les rythmes auxquels avancent les peuples sont différents, et on voit bien en France, il y a une très forte pression, peut-être sans doute un peu leader en Europe, sur des questions plus fondamentales autour d'attentes sociétales, de préoccupations pour la planète, etc., qu'on doit prendre aussi en compte spécifiquement dans nos modes de production agricole et probablement aussi dans une certaine forme d'adaptation de notre alimentation. Alors, on ne doit pas opposer les agricultures, on ne doit pas opposer les modes d'alimentation et on doit répondre à tout. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces deux grandes catégories d'évolution font qu'il y a une spécificité dans l'adaptation d'un processus ou d'une politique européenne à un modèle qui est peut-être en avance, j'en sais rien. Moi, je le qualifierais peut-être de plus en avance sur des questions qui dépassent la seule préoccupation de la quantité et qui méritent qu'on les traite spécifiquement en France et qu'on reconquiert de la valeur aussi en France. Donc, il y a ces questions de distorsion de concurrence qui sont extrêmement importantes. Henri, moi, je ne vois toujours pas ce qui manque à l'Europe, du coup, pour qu'elle devienne plus équitable, plus équilibrée, et qu'elle ne desserve pas la ferme France, au final. Ce n'est pas ce qui manque à l'Europe. C'est surtout ce que la France veut faire au sein de l'Europe. On a l'impression que notre pays dit « c'est nous qui avons raison ». Même si on est tout seul à penser ça, c'est nous qui avons raison. C'est peut-être vrai. Oui, pourquoi pas. Mais le cadre européen, le fonctionnement de l'Europe nécessite d'apporter nos argumentaires au sein des instances européennes et de convaincre les autres ou de se laisser convaincre par les autres. Donc la voie que prend la France, c'est de dire tant pis si les autres ne nous suivent pas, nous on commence à y aller. Et c'est ça qui a finalement compliqué l'agriculture française. On a aujourd'hui un cadre européen qui est le pacte vert. Bien, travaillons au niveau européen avec tous les pays pour voir comment on applique ces orientations de ce nouveau Green Deal, de ce nouveau pacte vert avec ce problème climatique que l'on a tous ensemble à résoudre. Que la France divise par 2 ses émissions de gaz à effet de serre, si les autres pays européens n'y touchent pas, à quoi ça servira? Donc oui, qu'on soit là pour amener un certain nombre d'hypothèses, pour amener, pourquoi pas quelques exemples, mais prendre des réglementations franco-françaises en se disant « nous on a raison, on le fait en France et on verra bien le reste de l'Europe », eh bien on aboutit à ce que vous disiez sur la table ronde précédente sur l'origine, d'imposer une loi, un règlement en France, on se fait toujours attraper par la patrouille. Donc, il faut vraiment qu'on soit en capacité d'apporter, il faut arrêter d'être naïf finalement. On a des concurrents sur le marché européen qui voient bien qu'en France, il y a un marché potentiellement avec un fort pouvoir d'achat et qui sont en train de lorgner sur les consommateurs qui sont autour de nous, agriculteurs et agroalimentaires. Oui, mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quelle réponse peut-on apporter à cet état de fait? Alors, on apporte des réponses par le biais des discussions, des débats et des orientations validées au niveau européen. Donc ça prend des plombes, ça prend 10 ans, et pendant ce temps, on n'assure pas le renouvellement des générations agricoles. Non, ça peut prendre 10 ans. Moi, je crois qu'il ne faut pas se dire qu'en 6 mois, on va assurer le renouvellement des générations. Vous n'allez pas former des jeunes, vous n'allez pas les installer comme ça. Voilà. Donc, on le fait tranquillement. On sait qu'on a un certain nombre d'atouts. On a un accompagnement qui est de qualité, on a des jeunes formés. Il faut maintenant essayer de trouver les solutions sur le portage du capital, parce qu'il y a des fois, ça ne peut pas être tout porté par un jeune. Il faut pouvoir l'accompagner avec un environnement qui soit là pour éventuellement appliquer des nouvelles techniques pour qu'il soit plus conforme à ces orientations souhaitées plus vertes. Mais on ne peut pas faire les choses indépendamment de ce qui se passe dans les autres pays. Enfin, on a beau dire ça va prendre du temps, etc. Oui, ça prendra un peu plus de temps que ne le souhaitent ceux qui ne sont pas les pieds dans la terre. Nous, agriculteurs, on sait que quoi qu'on fasse, même si on prend des réglementations franco-françaises extrêmement puissantes, l'agriculture prendra son temps pour organiser un nouveau système de production qui soit toujours résilient, rentable et qui alimente les filières de qualité. Vous avez évoqué le mot de l'origine. C'est potentiellement une réponse aux distorsions dans les conditions de production entre pays pour que le consommateur sache ce qu'il a. Quand le Conseil d'État, on va commencer par
l'homme qui fait la loi, puisque nous, on l'applique. Vous participez, Laurent, à je ne fais pas les décrets, moi. Non, j'entends bien. On vote que les lois. C'est une image. Pas mal. Est-ce que finalement, quand le Conseil d'État casse ce décret-là, bon, a priori, c'est le droit, donc il faut s'incliner, mais on répond comment? On laisse faire? Georges Marchais disait, c'est votre question, ça sera ma réponse. Donnez votre réponse et puis on essaiera de voir si ça match. Je vais essayer de faire une réponse qui ne correspond pas obligatoirement à la question, mais parce que je pense que le débat est important. Vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il manque? Je pense qu'il manque deux choses. Il manque d'être moins naïf. Il faut que la France devienne moins naïve. Quand, par exemple, sur les contrôles aux frontières, on se contente de contrôler uniquement les produits importés par le biais de papiers administratifs et par vision du produit, c'est-à-dire est-ce que c'est une pomme? Oui, c'est une pomme. Sans véritablement contrôler à l'intérieur du produit avec lequel les molécules chimiques ont été utilisées pour le produire. Je pense que c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que ça crée deux choses. Ça crée le fait que le consommateur s'y retrouve pas. Donc il faut des frontières plus strictes. Parce qu'à chaque fois, on a un problème alimentaire et un scandale. Deuxièmement, ça fait mal aux entreprises françaises, parce que par définition, elles sont impactées par ces produits-là, puisque c'est à elles, en plus, de faire les autocontrôles, et que là-dessus, je pense qu'il faut plus contrôler. Mais il ne faut pas que ça soit uniquement que de l'autocontrôle des entreprises, il faut qu'on ait aussi un contrôle fait par l'administration française. On a une administration qui est pléthorique en France. Utilisons-la aussi à faire attention à ce que ce qu'on impose chez nous ne puisse pas rentrer par d'autres produits à travers nos frontières. Et le deuxième élément, et c'est ce qu'a dit Dominique tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on prenne garde à ne pas constituer une agriculture en France qui ne concernerait qu'une partie de la population française en termes de nourriture. Et aujourd'hui, on n'en est pas loin. Quand on monte sans arrêt en gamme, on crée un panier de la ménagère qui coûte de plus en plus cher, qui fait que, par définition, on va correspondre à 30 à 40% de la population capable de se payer ce panier-là, et 60% restants, on les condamne de plus en plus, par trop de naïveté et par le fait de ne pas prêter attention à cela, à manger des produits importés. Elle est là, la problématique de la souveraineté, de l'autonomie, de l'indépendance, de tout ce qu'on voudra dire. Même question pour Dominique sur l'origine. Est-ce que c'est une arme pour, malgré tout, donner de la valeur aux produits qui sont faits ici avec nos normes, comparé à ceux qui sont faits ailleurs, fût-il en Europe, sans nos normes? En tout cas, pour moi, président de la coopération agricole, identifier le produit qui constitue l'alimentation des Français par le produit qui vient des exploitations des adhérents de nos coopératives ne pose aucun problème et nous continuerons de le faire. Je regrette moi aussi qu'on ait, par des recours, déstabiliser l'expérimentation finalement, parce que on n'était qu'au stade expérimental. Mais en tout cas, ça pose bien le problème justement de ces distorsions de concurrence et de la façon dont on doit les appréhender. Moi, je pense qu'à un moment dans ce pays, s'il y a des choix qui sont faits et qui, quelque part, nous mettent des handicaps de compétitivité parce qu'ils répondent à des problématiques citoyennes, des attentes, pourquoi pas. Mais ils doivent être compensés, ils doivent être pris en considération, soit par des compensations directes, et c'est pour ça que nous militons pour un fonds de transition agroécologique au niveau de la coopération agricole pour accompagner les agriculteurs et l'industrie dans ces transitions, ou par une augmentation de la valeur de l'alimentation. Parce que depuis 40 ans, l'agriculture a rendu tous les gains de productivité et de compétitivité qu'elle a fait aux consommateurs pour avoir une alimentation qui maintenant est devenue, dans l'inconscient collectif, quelque chose qui ne vaut pas cher. Et c'est pas vrai. Plus vert, comme me dirait quelqu'un que je connais bien, ça doit être plus cher. Et enfin, je voudrais prendre un dernier exemple pour faire écho à ce que disait Laurent. Dans la loi Egalim, on a défini qu'il fallait mettre 50% de produits dans la restauration collective, publique d'abord, 50% de produits issus de produits de qualité, dont 20% de bio. Pourquoi pas? Ceci dit, à enveloppe constante, si je prends 50% d'un volume qui va forcément coûter plus cher, je me pose la question de ce que seront les autres 50% et où est-ce que je les prendrai. Si c'est mettre 50% de produits d'excellence et haut de gamme pour avoir 50% de produits importés à côté, exactement, je pense que c'est une mauvaise idée. Si on ne sait pas augmenter la valeur de l'enveloppe pour répondre à cet objectif et faire en sorte aussi que la production, les producteurs agricoles français et l'industrie alimentaire française puissent produire aussi les autres 50%, en entrée de gamme ou en moyenne gamme, qui encore, je le répète,
sont des produits d'excellence, sont des produits excellents, sont des produits de qualité, sont des produits qui répondent à l'idéal de l'alimentation que souhaitent les Français aujourd'hui, alors on est en train de faire une vraie erreur. On continue sur ce sujet de l'origine avec Catherine et ensuite Henri comme étant une réponse oui ou non à ce défi qui est de redonner plus de force à ce qui est produit ici ou ce qui est transformé ici. Catherine. Alors, avant de te répondre sur la question de l'origine, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par Henri et Dominique. Déjà, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel on est tous d'accord, c'est que l'alimentation n'est pas un produit comme un autre, ça a une valeur, il faut redonner la valeur à notre alimentation, une valeur économique, mais pas que, sociale, sociétale, environnementale. Après, pour rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Duplon, il y a deux sujets. Il y a un sujet de moyen terme et un sujet de court terme. Sur le sujet du moyen terme, je suis d'accord avec ce qu'a dit Henri Biesferré. Tout ce qui concerne Farm to Fork et le Green Deal, qui sont vraiment la stratégie européenne, à la fois sur l'agriculture et sur l'agroalimentaire, ça doit se faire dans un cadre européen, parce que sinon, on va à nouveau partir avec des contraintes franco-françaises, et on a des exemples tous les jours. On passe une énergie folle dans nos organisations à se battre contre ce type de contraintes qui sont un peu hors sol, si je puis m'exprimer ainsi. Après, sur le court terme, je vais te répondre sur l'origine. Après, sur le court terme, il y a aussi quelque chose sur lequel, je crois, on est tous d'accord, c'est finalement comment est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout d'Egalim. Egalim mettait en place un système de marche en avant du prix, et le président de la République, récemment, a dit qu'il y a quand même un problème de compatibilité entre la LME, qui introduisait la négociabilité du tarif, et Egalim, qui est sur la marche en avant du prix. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ça, pour le coup, le Sénat l'avait déjà dénoncé. Et je pense que c'est le vrai sujet. Comment est-ce qu'on fait pour aller jusqu'au bout d'Egalim et renforcer le tarif du fournisseur, avec bien sûr de la transparence, pour que les augmentations de matières premières agricoles retournent, selon l'expression consacrée, dans la cour des fermes. Donc, je pense que c'est ça le sujet de court terme. Après, pour te répondre sur le sujet de l'origine... En gros, est-ce que c'est un levier pour mettre une frontière hors coût, c'est-à-dire on donne de la compétitivité hors coût au produit, puisque en termes de coût, il est battu. La courgette espagnole sera toujours moins chère, le poulet polonais sera toujours moins cher. On le sait, vous l'avez démontré. On ne peut pas être contre une meilleure information du consommateur et plus de transparence sur l'information du consommateur. Maintenant, il se trouve que on a quand même été rattrapé par la patrouille sur ce coup-là, parce que s'il y avait eu, je ne devrais pas critiquer, mais un peu plus de courage politique, ou peut-être un peu plus de rapidité de l'Europe, peut-être qu'on aurait aujourd'hui un système harmonisé que nous appelons tous de nos voeux. Il se trouve que la France avait pris une loi, un décret... Je ne suis pas sûre. La France était hors la loi. La France avait pris ce texte qui était contraire au droit européen. C'était un droit à l'expérimentation. On l'a présenté comme tel. Stéphane Le Foll, quand il s'est battu, c'était une expérimentation. On a tous vu ce que la Commission européenne avait écrit à l'époque. La France était hors des clous quand elle a pris cette expérimentation. Donc, on a été rattrapé par la patrouille. Maintenant, on peut tous déplorer que l'Europe ne soit pas suffisamment rapide là-dessus. Et moi, je suis la première à le déplorer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Maintenant, le sujet de la compétitivité se résume pas au sujet de l'origine. Non, mais j'entends, mais restons un instant malgré tout sur ce sujet. C'est Henri qui en a parlé pour démarrer. À partir du moment où le cadre juridique est instable, c'est ce qu'on vient de voir, Bruxelles est plutôt contre, le Conseil d'État n'a eu d'autre choix que de suivre. Ok, donc mettons de côté l'idée que ça puisse être quelque chose d'autorisé. Qu'est-ce qui nous reste, à part l'entente entre les acteurs ? Ou alors, on laisse le sujet de l'origine de côté. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. On a quand même plein d'exemples sur lesquels on pourrait avoir des politiques qui permettent de retrouver cette part de compétitivité. Moi, je me refuse de penser qu'on ait perdu la compétitivité pour tout le temps. Parce que sinon, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on pourra bien empiler toutes les politiques qu'on veut, toutes les normes qu'on veut, tous les décrets qu'on veut, toutes les possibilités possibles et inimaginables. On ne changera pas ça. Le cours du temps fait qu'à un moment donné, cette compétitivité, si on la perd sans arrêt, fera que, par définition, on sera obligé de tomber dans les fourches codines de ceux qui nous fourniront. Henri, ça ne peut pas être autrement. Henri, est-ce qu'on peut espérer un jour que la ferme France redevienne compétitive ? Alors, sur le poulet, qu'il soit aussi compétitif que les Polonais, que sur la fraise, il soit aussi compétitif que l'Espagnol, etc., etc. On y travaille tous les jours. Oui, ça j'entends, vous y travaillez. Mais est-ce que c'est un objectif qui est réaliste ?
je ne sais pas, c'est un objectif Nîmes qui est réaliste. ou Metz, ils essayent d'être champions de France de foot. On sait bien qu'ils n'y arriveront pas. Ben, on le fait déjà un petit peu. Attendez, Laurent, on laisse juste un instant à distance, c'est pas facile. De l'origine, on avait pris une initiative à la FNSEA il y a 1 an et demi qui s'appelait Hit Origine, signée par plus d'1 million de citoyens en Europe, avec le nombre de pays, etc., pour que la Commission réponde en leur demandant de légiférer, d'avoir une réglementation européenne qui oblige à indiquer l'origine pour chacun des pays où qu'il aille exporter son alimentation. Ce n'est pas le seul moyen de retrouver de la valeur. Je veux dire, l'origine permet d'informer le consommateur. Et donc, en son âme et conscience, il sait ce qu'il choisit et il sait d'où vient le pays qu'il achète. Après, il faudra le convaincre que quand il achète français, c'est une forme aussi de rémunérer la contribution par son achat alimentaire au maintien d'une agriculture, d'un agroalimentaire, avec des emplois qui vont avec la résidence qui va avec. À condition qu'il le sache. On en revient à cette idée aider les consommateurs à aider les agriculteurs. Laurent Duplomb fait du très bon travail en tant que parlementaire, mais est-ce qu'il faut aussi tout le temps les parlementaires? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une forme de pacte entre les industries agroalimentaires, qu'elles soient coopératives ou privées, elles sont là autour de la table, et les agriculteurs, pour dire d'initiative, de notre propre initiative, on s'engage à écrire l'origine sur nos étiquettes. Pourquoi faut-il qu'il y ait une loi? Pourquoi faut-il qu'il y ait une loi et que les industriels attendent une loi pour écrire l'origine, pour mieux informer? Alors après, ils viennent chercher les agriculteurs en disant « mais on aimerait leur expliquer la traçabilité ». Mais commencez déjà à écrire l'origine des matières que vous utilisez. Ça me semble important. Le consommateur qui cherchera le moins cher, c'est pas sûr qu'il choisisse la France, parce même si on travaille à regagner la compétitivité, on ne va pas y arriver tout de suite. Bon, c'est pas moi qui ai posé la question, mais vous la posez quand même tous les deux. Hein. Est-ce qu'on met les origines dessus? Et pas UE, bien sûr, parce que dans la mesure aujourd'hui où la compétitivité de la chaîne alimentaire, il y a une compétitivité prix, c'est indéniable, mais il y a de plus en plus une compétitivité hors prix. Et dans la mesure où une compétitivité aujourd'hui française, elle s'exprime évidemment par la compétitivité sur les prix, sur notre capacité, j'allais dire, à pouvoir apporter le produit à un coût le plus, j'allais dire, représentatif possible de l'ensemble des charges qui ont été faites sur la filière. Mais il y a de plus en plus cette compétitivité hors prix. Et c'est cette compétitivité hors prix, celle qui répond à ce que sont aujourd'hui les enjeux de transition agroécologique, de prise en charge et de prise en compte de ce que sont les attentes de la société en termes de biodiversité, évidemment de changement climatique, et qui doivent être aujourd'hui donc mentionnés. Est-ce qu'on le fait dans une coopérative? Pour répondre à Henri, la coopérative appartient à ses adhérents. Donc, identifier le produit qui compose le produit venant de l'exploitation des adhérents qui ont mis en place des démarches qui répondent justement à ce que sont les attentes ne pose pas de problème. Il faut que nous puissions le faire savoir. Et dans la mesure où elle n'est pas... La question d'Henri, c'était pas juste de dire quand c'est français, je le dis, c'est que quand le poulet qui est dans le cordon bleu, il vient d'ailleurs, pourquoi on me le dit pas? Pour ce qui me concerne, les productions qui sortent des coopératives sont en très très grande majorité, même si je sais que tu me trouveras l'exemple inverse, mais pour 95% issus de la production des adhérents. Et lorsque ça n'est pas le cas, c'est effectivement des éléments de compétitivité prix, parce que nous ne sommes pas sortis d'éléments de compétitivité prix sur l'ensemble de nos produits de consommation. C'est ce que je disais tout à l'heure, sur la restauration hors domicile et sur les produits qui rentrent dans les plats préparés, nous sommes toujours sur une compétitivité prix, et la différenciation de l'excellence qualitative française n'est pas prise en considération. Et c'est ça qu'il faut que nous fassions changer. La question d'Henri, c'était est-ce que demain, on met l'origine précise? Oui ou non? Et pas que quand c'est français. Il faut que nous puissions indiquer ce qu'est l'excellence de la production agricole française associée à l'alimentation de notre Merci d'être un allié, Henri. Catherine, même question du coup, parce qu'on en revient à cette idée-là. Est-ce qu'il faut le dire d'où que ça vienne? Ou uniquement quand c'est français? Non, mais personne ne peut être contre la transparence et l'information du consommateur. C'est clair. Après, il n'y a pas que ce sujet de l'origine. Non, mais je rejoins ce qu'a dit Laurent Duplomb. Mais pourquoi on ne peut pas l'adresser, ce sujet? Moi, je ne me résous pas à la perte de compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire français. Et il y a un sujet dont on parlait tout à l'heure en aparté, ça fait un moment que je réfléchis à cette question, c'est il faut absolument que collectivement, on réussisse à objectiver
la réalité de la souveraineté alimentaire des Français. Aujourd'hui, il y a des données dans tous les sens. Les interprofessions ont travaillé sur certains éléments, mais sans avoir forcément la même méthodologie. France-Agrimaire a des éléments, mais sans doute sur l'amont agricole et encore pas totalement complet. Les douanes ont des éléments. Donc comment on fait pour, entre nous, essayer d'objectiver la souveraineté alimentaire des Français et ensuite on actionne ou pas les leviers de compétitivité. On sait tous que les fruits et les légumes, par exemple les fruits rouges, on n'en produit plus assez en France. Est-ce que c'est normal? Il y a la fameuse question de la tomate d'industrie qu'on a abandonnée. Est-ce que c'est normal? Mais avant de prendre des décisions et d'actionner les leviers, il faut vraiment avoir une vision très très objective pour savoir de quoi on parle. Est-ce que ce n'est pas une façon de reporter les décisions douloureuses, qu'il s'agisse de coûts de production, de compétitivité ou encore une fois d'origine? Il n'y a pas que l'origine, mais elle y est dedans. Non, il faut... Parce que le temps qu'on fait l'état des lieux, là, ok, très bien, mais pendant ce temps, on ne prend pas de décision. En amont, on fait l'état des lieux. Enfin, oui. Ce n'est pas un problème de délai sur l'état des lieux. C'est pas un problème de délai. Par contre, plus on rentre dans des systèmes qui permettent, comme vous le disiez tout à l'heure, de compenser cette manque de compétitivité par un camouflage d'une règle qu'on impose, on continue que d'amplifier le phénomène, parce que pendant ce temps-là, les autres pays avancent. Quand sur la PAC, je dis, il y aura de la subsidiarité, ça va être encore des différences de compétitivité qui vont être imposées. Non, je pense qu'on a un vrai sujet sur le coût de la main-d'œuvre, sur les charges particulières. On estime aujourd'hui que 7 à 9% des charges sont plus élevées en France que dans nos concurrents. Et sur les normes. Laurent, on va se livrer à ce petit exercice suivant. Je vous l'avais soumis avant, donc du coup, il n'y a pas de surprise. On va considérer chaque maillon, le politique, la coopération, l'agriculture, la transformation. Qu'est-ce que vous pourriez faire à votre niveau? On va supposer qu'on a le droit presque d'avoir une baguette magique, pour reprendre mon expression de tout à l'heure. La baguette magique, elle a au moins cette vertu, c'est qu'elle donne une direction. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire au niveau politique? Qu'est-ce que la coopération pourrait faire? Qu'est-ce que l'agriculture pourrait faire? Qu'est-ce que la transformation pourrait faire? Laurent, vous avez 30 secondes chacun et on a terminé. Et même je rêverais de reprendre le pouvoir au niveau national. C'est une bonne réponse. De façon à ce que nous puissions mettre en place une vraie politique, mais qui va bien au-delà de l'agriculture, sur la problématique du coût de la main-d'œuvre, sur la problématique de l'inversion des valeurs. Le travail est une force, le travail est une valeur dans notre pays, et on devrait retrouver cette valeur. Je n'ai pas fait encore 30 secondes. Si, il reste 12. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est qu'on reprenne tous les éléments, un par un, et qu'on regarde objectivement qu'est-ce qu'on a fait, quelles sont les erreurs que nous avons faites, comment on les corrige. Moi, je me refuse de penser... Donc on prend le pouvoir. Je me refuse de penser qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller de l'avant et reprendre les choses en main. Dominique, qu'est-ce que la coopération agricole pour cette institution que vous représentez pourrait faire à son niveau? Ce que je disais un petit peu tout à l'heure, je pense qu'on a changé d'époque, c'est d'accompagner ce changement d'époque. C'est retrouver de la compétitivité, restaurer de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire des capacités de production sur les productions où on a décroché. Donc, mais ça ne nous dit pas comment. Ceci dit, voilà, dans la logique de ce qu'est la coopération, qui va depuis la fourche, on l'a dit, depuis le champ jusqu'à l'assiette, c'est peut-être aussi de mieux structurer les filières, d'être beaucoup moins dans une logique de flux poussé, ce qu'on a peut-être été trop, sur certaines filières en tout cas depuis 40 ans, pour passer plus à une logique de flux tiré et d'être en création de valeur. Parce que donc d'accepter que c'est le marché qui a raison. C'est évident que notre objectif, ça doit être de répondre aux attentes du marché, de répondre aux attentes de tous les marchés, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas exclusif sur ce qu'on a appelé les marchés de montée en gamme, ça doit être aussi en capacité de répondre aux entrées de gamme et aux moyennes gammes, d'approvisionner la restauration hors domicile, mais c'est surtout de travailler plus dans une logique de réponse quantitative, qualitative, et probablement aussi, pour tout ce qui est possible de le faire, de planification de la production vers les marchés adressés. Une forme d'inversion de flux. Catherine, qu'est-ce que la transformation pourrait faire, encore une fois, sans faire appel aux autres, pour que ce sujet-là soit finalement plus un sujet, tellement on ne s'interrogera plus demain sur la souveraineté? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Le sujet de la reconquête de la compétitivité? Je ne sais pas. Mais à votre niveau, encore une fois, il ne s'agit pas de dire le poulet français en matière première doit être moins cher que le poulet polonais. Alors, sur ce qu'on fait déjà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Oui, mais pas assez. Non, et d'ailleurs, des choses qu'on fait ensemble, par exemple sur le plan de relance,
où il y a un accompagnement de certaines filières, je pense aux protéines, je pense aux ferments, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. Nous, on travaille aussi beaucoup sur la transparence, l'accompagnement des transitions, etc. Après, là, c'est nous, mais collectivement, je pense que tant qu'on n'aura pas réussi à objectiver cette notion de souveraineté alimentaire de l'assiette des Français pour actionner les bons leviers de compétitivité, prendre les bonnes décisions, pour moi, c'est la priorité. Henri, qu'est-ce que le paysan béarnais ou bigourdan pourrait faire? Alors, un peu plus que lui seul, évidemment. Ce qu'on peut faire, vous savez, on l'a écrit en 162 pages dans ce livre, là, faire du défi climatique une opportunité pour l'agriculture. On peut faire plein de choses si on y est correctement accompagné. Non, plus sérieusement, je crois donc là, t'attends de l'aide. Il y a de la place en France pour, franchement, que tous les agriculteurs puissent alimenter tous les marchés. Donc, pas seulement le haut de gamme, pas seulement ce que les gens le plus fortunés ont les moyens d'acheter, mais l'ensemble des gammes. Pour cela, on est prêt à regarder, parce que quand on parle de compétitivité, ça commence aussi sur les exploitations. Donc de regarder chez nous comment regagner en compétitivité. On a sans doute des choses à faire. On sait qu'il y a des bâtiments qui coûtent très cher, de la mécanisation qui coûte très cher. On doit pouvoir optimiser tout ça. Donc on a des éléments de compétitivité sur nos exploitations. On sait qu'il y a une attente du consommateur, c'est le défi climatique. Donc il faut bien aussi modifier nos systèmes d'exploitation, nos systèmes de production. On sait que là aussi, on a des éléments pour regagner la confiance du consommateur en captant plus de CO2, en apportant des services d'utilité à la société. 11h35, Henri. Allez, dernier, court. Du coup, le troisième et dernier point, c'est qu'il faut convaincre le consommateur, et on va s'y engager, nous, agriculteurs, que quand il achète français, du coup, Origine France, j'y reviens, il achète aussi ses externalités positives. On capte plus de carbone, on rend des services à l'environnement, on améliore la biodiversité. Ça s'appelle acheter français et accepter de payer un léger coût supérieur à notre alimentation. Chasser l'origine du débat, elle revient de toute façon aussitôt, et c'est pas moi qui l'ai ramené, c'est Henri Biespéré. Merci à tous de nous avoir suivis. La matinée Demain l'agriculture n'est pas encore terminée. Je remercie évidemment nos 4 participants, et j'accueille tout de suite David Barrou et son invité pour la conclusion.